Ce lundi marque la deuxième semaine depuis le début des opérations d'enrôlement dans le pays. Pour le moment, plus de plaintes que d'engouement. Le président de la CENI a expliqué quelques situations rencontrées par les requérants de la carte d'électeur. De son vivant, il a été un cauchemar pour les ennemis de la paix en RDC. Le colonel Mamadou Ndala mourait il y a exactement 9 ans aujourd'hui. Ses prouesses militaires en fait de lui une référence dans les débats en ce qui concerne l'intégrité territoriale du pays. Pour notre premier résumé sportif de l'année, nous aborderons les débuts des hommages que le monde du football en général et le Brésil en particulier rend au roi Pelé, décédé la semaine dernière. Je serai sur ce plateau avec Christian Bokaya. Mesdames et messieurs, bonjour. Poursuivant son séjour au Kasaï oriental, le chef de l'État a visité dimanche la base agricole de Nkwadi où l'Institut international d'agriculture tropicale a érigé une usine de transformation de maïs et de manioc. Sur place, Félix Tshisekedi s'est réjoui de la matérialisation de la diversification de l'économie et a assuré son indéfectible soutien à ce projet à impact visible. À 45 km de la ville d'Mbujimai se trouve implantée une usine agricole moderne dont les premiers résultats font le bonheur des Kasaïens. Soucieux du bien-être de ses concitoyens, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est privé du faste Nouvel An pour visiter la base agricole d'Nkwadi. Sur place, il a visité l'usine et obtenu toutes les explications sur le fonctionnement et la transformation des produits. Depuis avril 2022, l'Institut international d'agriculture tropicale IITA culture sur plus de 120 000 hectares le maïs, le soja et le manioc et transforme ces produits phares des grandes consommations en plusieurs autres produits dérivés. Ces champs à perles de vue sur les terres arables de Tshilenge ont donné l'année dernière 650 tonnes de maïs et la production devrait tripler cette saison agricole. Il s'agit d'une géante structure agro-industrielle qui cadre avec l'agenda de transformation de l'agriculture du président de la République. Et c'est un système qui est mis sur pied pour accompagner toute la chaîne de valeur agricole de la production des semences, de la production de masse des cultures prioritaires et de la transformation pour aller dans les ménages. Donc, nous avons les cultures prioritaires du Kasaï central et du Kasaï, de la zone Grand Kasaï en général, à savoir le maïs, mais il y a aussi le manioc et le soja qui devient une culture très très importante dans les chaînes de valeur agricoles. L'année précédente, nous avons produit 650 tonnes et cette année, nous sommes en train de projeter tripler ces quantités et en saison A et saison B. Donc pour la saison A, le maïs que nous avons par exemple sur le champ, ça va nous donner environ 1350 tonnes, je vais dire. Après Moïse Katumbi, la semaine dernière, la coalition Lamuka également semble réticente au sujet du déploiement de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo, alors que les Sud-Soudanais sont annoncés pour très bientôt. Prince Epenge, un des cadres de ce mouvement politique, conteste et croit qu'une meilleure motivation pour les FRDC devrait suffire à mettre l'ennemi dehors. La mission de sécuriser les enfants du Congo appartient à l'armée et à la police congolaise. Les faits que M. Félix Tshilombo compte si les militaires des pays de l'Est pour sécuriser les enfants du Nord Kivu et de l'Ituri traduit son absence de vision sécuritaire à long terme. Une prise de risque maximale qui les conduit à compter même si l'armée du Sud-Soudan, ce jeune État d'Afrique créé en 2011, un État instable, un État assisté et malade, un État qui en réalité n'a pas d'armée car c'est un brassage des miliciens ici, des anciens groupes armés parmi lesquels il y a des violeurs, des kidnappeurs, des pédophiles, des terroristes et des bandits que M. Félix Tshilombo amène au Nord Kivu, soi-disant pour sécuriser les enfants du Kivu, avec le risque d'implanter les antivaleurs que ces gens vont amener. Pour la Mouka, M. Félix Tshilombo joue la loterie sécuritaire. Le M23 doit se retirer et c'est l'armée congolaise qui remplace. Il est hors de question qu'il y ait une zone tampon à l'intérieur du Congo.
qu'il y ait une zone où l'armée ougandaise fera la loi à l'intérieur du Congo, en lieu place de l'armée congolaise. Remplacer les M23 par l'armée ougandaise et burundaise, c'est déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Paul. La solution, c'est l'armée congolaise et à elle seule que le peuple compte. Pendant ce temps, l'opération d'enrôlement des électeurs, actuellement à sa deuxième semaine, se poursuit. Quelques leaders d'opinion à l'échelle nationale sont déjà passés à l'acte, mais n'ont malheureusement pas donné un bon témoignage quant au déroulement, comme c'était le cas pour le cardinal Fridolin Ambongo. Le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré l'opinion quant à la crédibilité et le sérieux de cette partie. Nous identifions des problèmes techniques, problèmes administratifs, y compris des problèmes d'ordre sécuritaire. Et le public, et plus précisément les électeurs qui sont dans les files, prennent contact avec nous et nous répondons à tous ces problèmes au fur et à mesure qui sont identifiés et sont portés à notre connaissance. Nous continuons la distribution des machines d'enrôlement et autres matériels, et plus ces matériels sont reçus dans des centres d'inscription, et ça contribue à l'augmentation du taux de participation. Et nous allons laisser l'impression de la carte d'identité se faire en couleur par l'ONIP. Mais quant à la carte d'électeur qui devra avoir une courte durée, nous ne voyons pas pourquoi il fallait imposer à la République un coût supplémentaire en l'imprimant elle aussi en couleur. Alors, il y a lieu aussi de noter que la carte que nous avons actuellement, elle est la plus sécurisée de toutes les cartes produites par la CENI à ce jour. Alors, le code QR, certains pensent qu'il n'est pas lisible. C'est vrai qu'il est voulu ainsi. Donc, quand on utilise d'autres périphériques, on ne peut pas avoir toutes les informations contenues dans cette carte-là. On ne pourra voir que les informations qui sont lisibles, mais les autres, seule la CENI peut le faire parce que nous ne voulons pas non plus que les informations personnelles de nos citoyens, des électeurs, soient mises sur la place publique. Donc, c'est par souci de sécurité que le code QR est illisible. Nous faisons tout pour que le travail se fasse en déant ce délai-là. Les centres d'inscription où il y aura eu des retards, eh bien, ces centres récupéreront les jours perdus. C'était il y a 9 ans, le lendemain de la fête, alors que les Congolais reprenaient de plus en plus espoir et comptaient définitivement sur les FRDC grâce à ses exploits. Le colonel Mamadou Moustapha Ndala perdait la vie dans une embuscade à une dizaine de kilomètres de Béni. Son Congo à lui, il l'imaginait grand, vainqueur et pacifié. Il est resté dans la mémoire des Congolais comme un héros parti très tôt. C'est sur sa route pour Eringeti que l'heure de ce vaillant soldat avait sonné. En pleine opération militaire, comme il l'a toujours voulu, tant que ses compatriotes n'auraient pas la paix totale. Alors que la RDC subissait déjà à l'époque une agression de la part des troupes rebelles soutenues par ses voisins dans le Rwanda, le colonel Mamadou Moustapha Ndala, 36 ans à sa mort, avait conquis les cœurs des Congolais avec les récits de ses prouesses au front. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celui qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi personnellement, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Ici, par exemple, ça c'était en face de l'ennemi. Ici, à la crâne, des traces de balles. Ici, également, ce sont des traces de balles. Dans certaines parties intimes, ce sont des traces de balles qui rentrent ici et qui est sorti par ici. Fait près de 12 traces de balles, moi, dans mon corps. Fervent patriote, Mamadou Ndala était malade à l'idée de savoir que quelques régions de son pays étaient occupées par l'ennemi. Commandant du 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des forces armées de la République démocratique du Congo, il a pris les dessus sur les terroristes du M23 dans le Nord Kivu à l'époque. Le 2 janvier, une roquette s'abat sur son convoi et son véhicule est touché. Le colonel perd la vie. La piste des ADF est d'abord privilégiée avant que lors de son procès, l'on ne puisse prouver l'implication d'un militaire au sein même des FRDC qui coopérait avec l'ennemi. En fuite, ils seront tout de même condamnés après plusieurs rebondissements dans l'affaire, y compris le décès étrange de son chauffeur, témoin clé dans l'affaire. Enterré le 6 janvier 2014, il a été élevé au grade de général de brigade avant d'être considéré comme le héros de la guerre contre les terroristes du M23.
À ce propos, la nouvelle en cette fin d'année et surtout ces conclusions du rapport des experts de l'ONU qui incriminent clairement quelques pays voisins de la RDC, dont principalement le Rwanda. L'on parle entre autres des incursions des militaires de l'armée rwandaise sur le territoire congolais à plus de 5 reprises. Rufus Lukanga nous empile quelques lignes de ce rapport dans cet élément. Le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC confirme les crimes commis par le Rwanda à l'est du pays et donne quelques détails sur le rôle que joue l'Ouganda dans la résurgence du M23. Les membres de ces groupes ont transmis au Conseil de sécurité de l'ONU les rapports qui apportent la preuve irréfutable des transferts d'armes, des recrutements et de la responsabilité du gouvernement rwandais dans les cas d'atteintes graves aux droits humains ou de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Dans un communiqué, Kinshasa se félicite d'un document qui vient confirmer l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes internationaux commis dans ce contexte par l'armée rwandaise et les terroristes du M23. Outre le Rwanda, ces experts des Nations Unies stipulent dans leur documentation le fait que les combattants du M23 et leurs nouvelles recrues circulaient librement entre l'Ouganda et la RDC au dernier trimestre de 2022, ce qui explique l'implication de ces pays voisins dans cette agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo. En réaction, l'Ouganda a informé les groupes d'experts qu'il n'y avait pas à sa connaissance des combattants du M23 dans le camp des réfugiés situés sur son territoire et qu'il ne tolérerait pas que quelconque partie de son territoire soit utilisée pour déstabiliser un autre pays. Par ailleurs, selon les experts des Nations Unies sur la RDC, l'année passée, les M23 avaient intensifié ses recrutements à partir de juillet 2022. Ces campagnes ont commencé dans les territoires de Rutshuru, de Masisi, de Walikale et de Lubero. D'autres jeunes combattants viennent également de l'étranger, dont l'Ouganda et le Rwanda. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a partagé un repas avec les épouses et veuves militaires de la garnison de Lubumbashi, une façon pour l'autorité provinciale d'encourager ces femmes dont les maris se sacrifient pour l'intégrité nationale. C'est par un dîner offert à leur épouse que le gouverneur de la province du Haut-Katanga a rendu hommage aux hommes en uniforme engagés au front pour la défense de la patrie en cette année 2022 finissante. Des moments de convivialité donc avec les épouses et veuves des militaires de la garnison de Lubumbashi. Jacques Kabula Katwe, ayant une considération particulière pour ces femmes, a dans ce mot encouragé les compagnes des hommes servant sous les drapeaux à rester fermes et à contribuer au développement de la province. Il a bien avant présenté les salutations du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunapigia aksanti Mungu ule alituchunga kwa kusema leo tukutane tonane na mimi napenda kumifikishia jambo. Les femmes des militaires ont pour leur part remercié les gouverneurs du Haut-Katanga pour cette marque de considération. Nous, épouses et veuves militaires de la garnison de Lubumbashi, exprimons notre gratitude à ces gestes significatifs et aussi louables qui marquent la communion de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, avec les hommes en uniforme et leurs dépendants, qui, du reste, furent les victimes oubliées de cette longue guerre. Puisque la fin de l'année rime avec échange de vœux et présents, le gouverneur n'a pas dérogé à la règle. Les tout dans une ambiance bon enfant et une foi en l'avenir du Congo démocratique prospère et pacifié dans la partie est du pays. Les chefs coutumiers, membres du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumier de la RDC, se sont réunis à Kinshasa ce dimanche pour évaluer la situation sécuritaire. Ensemble, ils ont salué la levée de l'embargo et du régime de notification sur l'achat des armes. Ils sont venus de tous les coins de la capitale congolaise pour saluer la levée de l'embargo de la République démocratique du Congo par les conseils de sécurité des Nations Unies et témoigner leur reconnaissance au chef de l'État Félix Tshisekedi pour son implication à la revalorisation du pouvoir coutumier. Sa Majesté Mfumu Difima, président de l'autorité traditionnelle et coutumière CONATC, RDC et Afrique, invite la population congolaise à soutenir la FRDC. L'autorité coutumière de la RDC salue l'implication des institutions internationales, notamment Paris, Londres, Washington, ainsi que la facilitation de Sa Majesté Philippe, roi de Belgique, et les remercie des résolutions portant levée à l'unanimité
de l'embargo sur le Grand RDC. L'autorité coutumière attend voir la concrétisation de l'évacuation complète et définitive des Rwandais agresseurs de ces terres. Salue la résistance des populations congolaises, et spécialement celles de l'Est de la RDC, et les invite à appuyer nos forces armées congolaises, le FARDC, dans la libération de nos terres identitaires congolaises. À ses administrés, Sa Majesté Mfumudi Sima invite tous les chefs coutumiers à l'unité. Aux chefs coutumiers de la République, vous avez été longtemps négligés et meurtris. L'espoir nous est permis en cette année 2023 de la réhabilitation effective des chefs coutumiers avec l'accompagnement du chef de l'État. Le président du CONATC exhorte les Congolais en général à s'enrôler massivement. En Afrique, en Ouganda, rassemblés pour assister au tir de feu d'artifice lors de la fête du 1er janvier, une scène de liesse a viré au drame en ce début d'année. De nombreuses personnes à l'extérieur du centre commercial Freedom City, au sud de la capitale, se sont retrouvées dans une bousculade causant au moins 9 morts et plus d'une trentaine de blessés, d'après le porte-parole de la police. Après l'Italie, la France, les États-Unis, l'Angleterre et l'Espagne qui ont obligé le test Covid aux voyageurs en provenance de la Chine, le Maroc a à son tour tapé fort en fermant ses portes pour la même cause, levée de la politique zéro Covid que Pékin a décrété. Plus de détails dans ce récit de Benjamin Moudiata. Le Maroc a décidé, le samedi 31 décembre dernier, de fermer la porte aux voyageurs en provenance de la Chine à partir du 3 janvier. Et comme les autres pays qui l'ont précédé, la cause reste la fin de la politique zéro Covid, décrétée par Pékin le 7 décembre dernier. Une levée de restrictions qui malheureusement pour le pays de Xi Jinping a fait exploser les cas de la contamination au coronavirus dans les pays. En interdisant l'accès à son territoire aux voyageurs en provenance du pays de la Grande Muraille, le royaume chérifien entend se mettre à l'abri pour une nouvelle vague de contamination au Covid. Suivant la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, comme les États-Unis aussi ou la Corée du Sud, qui ont décidé cette semaine d'imposer un test Covid aux voyageurs venant de la Chine, le Maroc s'ajoute en liste avec une position plutôt radicale. Des mesures préventives jugées compréhensibles par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui dit manquer des informations fournies par Pékin en relation avec la politique zéro Covid. Signalons que la Chine a rapporté hier plus de 5000 nouveaux cas positifs et un décès supplémentaire lié au Covid. Mais les chiffres qui font douter vu la réalité que vivent les Chinois sur terrain depuis la levée de la politique zéro Covid. Ce journal est terminé. De ce fait, je vous rappelle tout de suite les principaux titres. Ce lundi marque la deuxième semaine depuis le début des opérations d'enrôlement dans le pays. Pour le moment, plus de plaintes que d'engouement. Le président de la CENI a expliqué quelques situations rencontrées par les requérants de la carte d'électeur. De son vivant, il a été un cauchemar pour les ennemis de la paix en RDC. Le colonel Mamadou Ndala mourait il y a exactement 9 ans aujourd'hui. Ses prouesses militaires ont fait de lui une référence dans les débats en ce qui concerne l'intégrité territoriale de la RDC. Pour notre premier résumé sportif de l'année, vous avez suivi avec Christian Bokaya les hommages que le monde du football en général et le Brésil en particulier va rendre au roi Pelé à partir d'aujourd'hui. Mais vous avez également été informé des programmes du week-end et de la semaine qui commence, que ce soit en Europe ou pour nos léopards locaux. Ne nous quittez pas, la revue de presse avec Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. La revue de presse avec Benjamin Moudiata qui me rejoint. Bonjour et bienvenue Benjamin, bonne année. Merci beaucoup Christopher, je vous réitère le vœu le meilleur. À la une de votre revue de presse, décès du pape Benoît XVI, les médias parlent déjà de ses funérailles, qu'en est-il? Exactement Christopher, c'est par là que nous allons commencer avec cette nouvelle qui a paralysé la sphère catholique le week-end dernier, qui est le décès du pape Benoît XVI. On parle déjà de ces funérailles qui ont commencé. Il y a RFI.fr qui commence en premier pour titrer « Le corps du pape émérite Benoît XVI
exposés aux fidèles. Il signale alors que depuis Vatican, les fidèles peuvent déjà commencer à se rendre, n'est-ce pas, au basilique pour se prosterner ou rendre les derniers hommages au pape Benoît XVI, qui laisse un vide énorme dans l'église catholique. Et aussi, il faudrait signaler que le pape Benoît n'est pas seulement regretté par le simple fait d'avoir été pape. Il y a plusieurs médias qui parlent de lui. Il a été un élément irremplaçable de l'église catholique par rapport à son comportement conservateur. Il y a alors les médias Africa News qui revient sur ça. Il avait un surnom, le pape Benoît XVI. On l'appelait Rottweiler de Dieu. Il était un conservateur farouche. Il était là contre, n'est-ce pas, le mariage homosexuel avec des pratiques comme l'euthanasie et l'avortement. Donc c'est dans ça qu'on avait reconnu les papes Benoît XVI, qui laissent aujourd'hui un vide énorme au sein de l'Église catholique. Vous êtes également intéressé à ce qui se passe dans le centre du pays, au Kasaï, notamment la visite du président de la République à Mbuji-Mayi. Ouais, ça aussi, les médias sont revenus, plusieurs quotidiens ont abordé ce sujet pour se poser la question de savoir ce que le chef de l'État faisait exactement à Mbuji-Mayi. Alors il y a 7/7 qui vient avec une réponse pour dire à Mbuji-Mayi, Félix Tshisekedi inspecte les travaux des infrastructures et plusieurs chantiers. Sa dernière descente sur terrain était le samedi dernier, le 31 décembre, où il est passé par plusieurs chantiers des infrastructures de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï central. Et chemin faisant, Christopher, les Kassaïens n'ont pas resté là. Bouchoubé a regardé le président. Il y a quand même des demandes qu'ils ont formulées, entre autres, comme le relève Radio au Capi. Mbuji-Mayi, la population recommande au chef de l'État de relever l'AMIBA, ces grands poumons économiques de ces coins du pays. Les Kassaïens demandent au président de mettre un coup fort pour que MIBA reprenne ses activités, pour qu'on embauche les jeunes de ces coins du pays et lutter contre le chômage. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour ces informations, pour cette revue de presse, la toute première de l'année. C'est moi qui vous remercie, Christopher. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50 encore en 2023. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.